Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Romain Couturier. Je vous remercie de dédier de votre temps pour cette présentation et je suis agréablement surpris qu'un mot-clé tel que Kanban puisse accueillir, en tout cas permettre d'avoir tout ce monde-là présent. Je vais me présenter rapidement. C'est un peu la définition que mon client m'a donnée il y a 15 jours lors de la dernière séance de coaching Kanban. Il me dit « Toi, tu as un métier facile. » Je suis coach agile. Et vous savez, un coach agile, c'est quelqu'un qui, chaque fois que vous lui posez une question, il va vous répondre « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» C'est quelqu'un qui va vous répondre toujours par une question. C'est une personne qui pose des questions et qui répond par d'autres questions. À tel point que la dernière fois, on était en séance à 3 ou 4, et il y a un jeune homme qui dit à la jeune fille qui était assise en face, lui pose pas de questions, réfléchis par toi-même, de toute façon, il va te répondre en te posant une autre question. Du coup, c'est chouette, j'ai plus de job. Mais moi, j'aime bien poser des questions. J'aime bien poser des questions tout le temps. Alors, je pose des petites questions, des questions moyennes, des grandes questions. Je posais pas de questions au début quand je faisais mon métier, j'avais plutôt des affirmations, et depuis que j'ai compris que je pouvais poser des questions, ça m'a complètement libéré. Donc je pose des questions tout le temps. Mais j'essaie de poser des questions plutôt bonnes. J'essaie de me poser la question de qu'est-ce qu'une bonne question ? D'ailleurs, j'étais bien embêté en posant le titre de ma session parce qu'il a fallu que je me pose des questions. Donc une bonne question, c'est une proposition, c'est une question qui va non seulement engager les individus, mais engager globalement tout le collectif. Une question qui met en mouvement. Alors parmi toutes les questions que je peux poser, parce que je suis pas non plus, je vise pas à tous les coups, alors si quand même, moi, mon objectif et ma cible, et ce qui donne le nom de ma marque, de ma société, ce sont des questions qui font tilter les gens. Ça, c'est le top du top. Des questions où vous voyez dans le regard des gens, dans leur posture, qu'il est en train de se passer quelque chose, qu'ils ont compris quelque chose, je ne sais pas nécessairement quoi, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Ça met en mouvement. Et quand ça met en mouvement plusieurs personnes, ça, c'est le top du top. Alors évidemment, c'est pas tous les jours, c'est même pas toutes les semaines. J'essaye de poser des questions qui vont pouvoir amener d'autres questions. Ça, c'est le côté marrant de l'histoire. C'est-à-dire que quand vous posez des questions à des gens et que du coup, ils répondent eux aussi par d'autres questions dont ils n'ont pas nécessairement la réponse, et donc s'ensuit un jeu de questions. Déjà, on se pose des questions. C'est une forme de mise en mouvement. Et d'autres formes de questions qui sont plus latentes, juste des questions qui vont amener à une réflexion d'ailleurs qui n'est pas forcément partagée au moment de la séance de travail, mais qui peut être amenée à une réflexion qui va prendre du temps, peut-être plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et puis, je vais être transparent avec vous, je pose quand même beaucoup de questions qui font pchit, c'est-à-dire des mauvaises questions. Des questions où j'ai aucune réponse, et la réponse que j'ai, a priori, n'a pas l'air très satisfaisante, et je vois aussi dans le regard des gens qu'a priori, c'était une question bête, ou en tout cas vécue comme bête ou stupide, comme ça peut être évoqué pendant la keynote ce midi. Alors que moi, depuis quelques années déjà, en fait, ça me ramène à l'école et ça m'a ramené à mes cours de culture générale que j'avais quand j'étais étudiant. Et notre prof de culture générale nous disait « il n'y a pas de questions bêtes ». Du coup, depuis que j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire, ça m'a complètement libéré sur la capacité à poser des questions, y compris des questions soi-disant bêtes, mais c'est pas grave, puisque je vais aller trouver d'autres questions. Et donc c'est toujours important, et c'est un cadre que je me fixe, et c'est un cadre que je fixe dans cette session, de comprendre que toutes les questions qui vont être posées sont des questions qui vont s'exercer dans un cadre toujours bienveillant. La bienveillance est fondamentale pour pouvoir poser de bonnes questions. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on va quand même parler de Kanban à un moment donné. Parce que cette session est prévue pour vous apprendre à vous poser des questions sur un système Kanban, un système qui, moi, dans lequel je m'éclate. Je fais du coaching Scrum, je fais de la facilitation tout court, hors agilité. Mais s'il y a un domaine dans lequel je kiffe et je surkiffe les questions, c'est Kanban.
Alors Kanban, pour moi, c'est le grand kiff de la question. Et d'ailleurs, je voudrais remercier au passage David Anderson, qui est le fondateur et le créateur de la méthode Kanban, d'avoir créé une méthode aussi mal gaulée, une méthode aussi mal marketée, aussi mal comprise. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un système Kanban récemment. Alors, si vous avez vu la conférence d'Alain tout à l'heure, oui. Ce n'est pas quelque chose dont on entend beaucoup parler. Alors, le mot circule, et qui en fait véritablement? Une méthode Kanban dont le nom même est décrié par la communauté de Lean, parce que si vous venez du Lean, le Kanban tel que nous on le partage dans ces événements agiles n'est absolument pas ce que le Kanban est dans l'industrie. Donc on est vraiment à la croisée d'un truc qui est super mal goupillé, et pourtant, je pense qu'on a face à nous un outil extrêmement puissant, et c'est ce que je vais essayer de vous apprendre, en tout cas d'essayer de vous éclairer. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est Kanban, vous pouvez commencer à vous munir d'un papier et d'un crayon, ça va vous servir dans les quelques secondes qui arrivent. Pour celles et ceux qui pensent déjà avoir un petit niveau en Kanban, prenez aussi votre papier et votre crayon, parce qu'il y aura peut-être des choses à récupérer et à apprendre tout à l'heure. Donc la première question, en Kanban qu'on se pose, c'est par où on commence? Parce que Kanban, pour vous donner un petit peu l'idée, c'est un petit peu comme si je vous donnais une manifeste agile et je vous dis maintenant, allez-y, mettez en place de l'agilité. C'est flou, c'est vague, ça donne un cadre qui est plus ou moins précis, mais concrètement, comment je m'y prends? Et si vous n'avez pas des références de type Scrum ou Extreme Programming ou d'autres méthodes agiles à votre disposition, ça va être difficile d'implémenter l'agilité. Même si, effectivement, on peut imaginer des cadres ad hoc, et pour Kanban, c'est pareil. Donc la question, c'est comment je commence dans une méthode qui ne me décrit ni le process, ni les rôles, ni les artefacts. Et ça, c'est le pur bonheur. C'est le pur bonheur parce que vous n'avez aucune contrainte. Et en Kanban, il n'y a aucune contrainte. Et ce qui est assez magique en Kanban, c'est que lorsque vous dites aux gens, c'est open bar, c'est la liberté totale, les gens se retrouvent un peu comme des lapins devant des phares de voiture. Ils ne savent pas trop. Qu'est-ce que je vais faire de cette liberté maintenant? Non seulement qu'est-ce que je vais faire individuellement de cette liberté, mais qu'est-ce qu'on va en faire à plusieurs? Alors que quand vous leur mettez du Scrum chez eux, oui, alors, tout ça, le product owner, c'est compliqué, les itérations, c'est compliqué, tout est compliqué. Mais au moins, vous avez un cadre, vous avez un référentiel. En Kanban, ce n'est pas le cas. Donc, pour pouvoir aborder sereinement la suite de la conférence, ce que je vous propose, c'est de prendre votre papier et votre crayon, et on va essayer de répondre ensemble à la question par où je commence. Et donc, on va initialiser son système Kanban. Je vais vous poser une série de questions, ça va aller relativement vite. Si vous avez envie d'y répondre, vous y répondez sur votre feuille. OK. Si vous ne voulez pas faire l'exercice parce que vous voulez prendre le temps de le refaire plus tard, vous pourrez consulter les deux vidéos qui sont disponibles ici. Alors, la première chose, et je vais le faire avec vous, évidemment, parce que sinon... Donc, prenez une feuille, peu importe la taille de la feuille. On va le faire ensemble. Initialiser son système Kanban en 10 points. Les 10 premières questions, 10 premiers sujets qu'on va aborder. La question, c'est déjà, dessinez-vous au centre de la feuille. Oula. Alors moi, j'ai évidemment... Allez-y, positionnez-vous au centre de la feuille. Dessinez-vous, vous. Si vous ne savez pas, faites un bonhomme smiley. On n'est pas dans une séance de facilitation graphique, ça c'est un autre sujet. Ok. Et si vous voulez vous rassurer, vous regardez l'écran, d'accord? Bien. Vous êtes dans un environnement professionnel? Juste autour de vous. Quelle est mon équipe? Dessinez donc autour de vous les membres de votre équipe. À minima, identifiez-les. Il arrive parfois qu'à cette deuxième question, il y a des gens qui bloquent en se demandant « mais quelle est mon équipe ?» Ça vous donne un indicateur sur ce que vous allez être capable de débloquer grâce au système Kanban. Vous devez savoir dans quelle équipe vous vous situez. La question de l'équipe, c'est la question de avec qui je travaille pour produire quelque chose.
Une équipe a une raison d'être. Vous êtes une équipe parce que... Ah non, c'est trop tôt encore. La question c'est que fait cette équipe? À qui répond-elle? Si on considère que cette équipe est une boîte noire, à qui répondez-vous? Vous recevez forcément des demandes de personnes, de clients, de demandeurs, je ne sais pas comment vous les appelez. Donc sur la troisième couronne, placez vos clients, c'est-à-dire les gens qui sollicitent... Oula, lui apparemment, il n'est plus très en forme. Ce sont les personnes qui vont solliciter cette équipe, qui vont lui demander du travail. Et là, ne soyez pas surpris si vous avez à la fois des demandeurs externes et des demandeurs internes. Il arrive parfois que certaines équipes n'aient aucun demandeur externe. C'est pas grave. Vous répondez forcément à une demande. Cette demande, ce que je vous invite à faire, c'est à considérer que cette demande n'émane pas des personnes qui sont au centre et dans la première couronne. Ok, ce sont des demandeurs qui n'ont rien à voir avec l'équipe. Maintenant qu'on a l'ensemble des acteurs, qu'on a un premier système, posez-vous la question de que nous demandent ces gens-là? Que nous demandent-ils? Est-ce qu'ils nous demandent... Alors, quand on est dans l'IT, je vais vous faire gagner du temps sur les réponses, parce que ça peut durer 1 heure ou 2. Est-ce qu'ils nous demandent des anomalies, des bugs? Ou si vous n'en avez pas, des fonctionnalités, des évolutions, des fèves, des user stories, si jamais vous avez cette chance-là, des trucs, des machins, des bidules. Bref, il y a forcément quelque chose qui rentre. Ce quelque chose qui rentre, il est attendu en sortie. C'est-à-dire que moi, si je suis demandeur, à partir du moment où je sollicite cette équipe, c'est pour que ça ressorte. Donc là, l'idée, c'est vraiment quelle est la typologie des demandes qui rentrent dans cette équipe. C'est bon? Vous y arrivez? Parfait. Pourquoi est-ce que je vous pose cette question des demandes? C'est parce que sur une deuxième feuille, vous allez écrire le mot « livrer » en bas à droite. Livrer, c'est le terme générique, parfait. J'ai volontairement pas utilisé « terminé », pour dire que c'est l'état final de chacune des demandes. C'est-à-dire que cette demande va retourner le livret à son demandeur. Pourquoi vous la mettez en bas à droite? Parce qu'à partir de maintenant, vous allez vous poser la question de l'activité qui a précédé l'état de livrer. Qu'est-ce que nous avons fait en tant qu'équipe pour permettre la livraison? Juste l'activité qui précède. Et vous allez la structurer sous forme d'une colonne. Vous allez lui donner un nom. Allez-y, faites-le en même temps. Une fois que vous avez trouvé la première activité précédente, qu'avons-nous fait juste avant cette activité précédente? J'insiste sur la notion d'activité, sur la notion de mot, sur la notion d'action, pas sur la notion d'adjectif. Le seul adjectif qui existe, c'est livrer, puisque vous conduisez des activités en tant qu'équipe. Pour certaines personnes, le nombre d'activités va être relativement long, pour d'autres, relativement petit. Non. Donc tu te concentres sur... Sur un seul client ou sur une équipe? Concentre-toi sur ce que tu peux. Ok. Ça marche. À ce stade-là, okay. Voilà. Vu qu'on est dans un atelier, effectivement, la question, on la prendrait, on la traiterait, mais là, on va aller droit au but. C'est juste pour que vous ayez un premier système. Je sais que normalement, ma réponse t'aide assez peu. Prends un volume de demande maximum, prends ton client le plus sympa, celui qui prend le plus de place, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Et vous allez remonter, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez remonter d'ailleurs tout en haut. Et lorsque vous ne pouvez plus remonter, comme des petits saumons, c'est que vous êtes tombé sur le stock. On pourrait lui trouver
un autre nom, mais vous pouvez l'appeler la bannette, le tas. En gros, c'est la porte d'entrée. C'est ici que tombent toutes les demandes. Et donc, lorsque vous avez fait cet exercice, vous allez tomber sur quelque chose comme ceci. Ça, c'est le résultat d'un exercice comme celui-là. C'est à peu près ce à quoi ça devrait ressembler chez vous. Alors, évidemment, il y a deux petites différences. La première, c'est que pour poursuivre l'exercice, vous allez séparer chacune des colonnes en cours et terminé, 2 états. Et vous allez, je propose de faire, c'est de peupler votre flux. C'est-à-dire, alors là, vous ne pouvez pas le faire, parce que vous n'avez pas le tableau devant vous, mais d'essayer de répertorier le nombre de demandes que vous avez dans chacun de ces états. Donc autant vous dire que si vous avez prévu un énorme flux, vous n'aurez peut-être pas assez de cette conférence pour le remplir et le peupler correctement. Tout le monde arrive à avoir quelque chose comme ceci? Ouais? Là, c'est la base. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a un tableau. Là, on est sur un format A4, mais il faut imaginer que dans la vraie vie, on se retrouve sur un énorme board où chaque élément, chaque petit rond représente un ticket, un post-it. Et donc maintenant, on va pouvoir continuer à se poser des questions en Kanban. Ça, c'est un état que la plupart des équipes arrivent globalement à avoir. La plupart des équipes qui fonctionnent en Scrum et qui se disent « Oh, Scrum, finalement, on n'y arrive pas, on va passer en Kanban. » Parce que, du coup, vous avez déjà le tableau, donc vous avez à peu près ce genre de choses. Vous remarquez que la notion de to-do, en cours et terminé, se retrouve en tant qu'état, ce qui manque généralement sur pas mal de tableaux qu'on voit publier sur le net ou sur les réseaux sociaux, c'est la notion d'activité en haut. On y reviendra sur cette notion d'activité, elle est fondamentale pour les rôles et responsabilités de l'équipe. Donc on va voir ce genre de choses. Donc qu'est-ce que vous faites après? Ben, vous appliquez la méthode Kanban. C'est pas compliqué. La méthode Kanban, rapidement, pour celles et ceux qui auraient raté la publication, vous avez un bouquin qui s'appelle L'essentiel sur Kanban en condensé. Tout est dans le titre, hein, c'est un tout petit livret, ça se lit très très bien. C'est globalement assez digeste. Et ça vous donne les 6 principes de la méthode Kanban. Visualiser, limiter son travail en cours, rendre les règles explicites, gérer son flux, intégrer des boucles de feedback et s'améliorer et évoluer. Ça, c'est ce qu'ils appellent les pratiques Kanban. Et puis pour faire une belle image en 3D, il y a tout un tas d'autres trucs à côté, là. Alors, quelles sont les 10 questions? Je vais vous faire gagner du temps, encore une fois. Quelles sont les 10 questions maintenant à vous poser, juste après ça, une fois que vous avez le système que vous avez dessiné? Posez-vous ces 10 questions. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que vous voyez sous les yeux? Qu'est-ce que vous avez sous les yeux, pardon? Que voyez-vous? Qu'est-ce que le simple affichage vous renvoie comme information? Là, ce qu'on va chercher principalement, ce sont des zones où il y a énormément de tickets. Si tous les tickets sont là. Est-ce que tous mes tickets sont là? J'ai beaucoup d'équipes qui abandonnent parce qu'il y a tellement de tickets à mettre au mur, il y a tellement de post-it à mettre, que franchement, on le fera plus tard. D'ailleurs, la question pour éviter celle-ci, c'est qu'est-ce que tu connais comme outil pour faire du Kanban en version électronique? Alors, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de question bête. Il y en a quand même une, c'est celle-ci. Elle est bête parce que les outils, quels qu'ils soient, à moins que vous ayez des écrans aussi grands que celui-ci, ne renverront jamais la complexité d'un système Kanban. Donc, n'utilisez jamais, pour démarrer, des systèmes numériques digitaux. Et donc, vous aurez l'autre question qui va suivre. Ah oui, mais comment tu fais quand on travaille à distance? On commence par travailler en physique. On essaie. Ensuite, on répond. Donc ça, c'est la partie visualisation. Limiter le travail en cours. Quelles sont vos limites? Limiter, c'est très simple. Vous prenez un post-it, vous écrivez un chiffre dessus. Et c'est comme sur la route. À partir du moment où vous voyez ce chiffre, vous n'avez pas le droit, dans la colonne désignée, d'avoir plus d'éléments que le chiffre indiqué. C'est ce qu'on appelle une limite. Quand vous êtes sur la route, et comme nous sommes tous de sérieux conducteurs,
Lorsqu'on voit une limite, on la respecte, on ne la dépasse pas. En Kanban, c'est pareil. Alors comment fixer les limites, puisque c'est souvent la première question qui émerge à partir de cette question-là. Comment je l'établis? Si vous prenez une colonne et que vous pensez qu'il y a trop d'éléments, vous comptez le nombre d'éléments, vous divisez par 2. Vu que vous considérez qu'il y en a trop, ça vous fera trop divisé par 2. Donc ça vous fera moins. D'accord? Et après, on verra. L'idée, c'est de se poser des questions, certes, mais pas forcément des questions où on va perdre du temps. On n'est pas sur des questions qui ont vocation à perdre du temps. On est dans une démarche où vous démarrez là où vous êtes. Kanban, c'est ça, c'est écrit ici. Start with what you do now. J'y reviendrai juste après. Démarrez là où vous êtes. Démarrer, j'en ai trop, j'en fais moins. Ok, maintenant que j'ai fixé mes limites, quelles sont mes règles d'entrée? Vous avez un point d'entrée sur votre flux, vous avez une sortie. Quelles sont les règles à l'entrée? Ça, c'est pour répondre à Make Policies Explicit. Qu'est-ce qui a le droit de rentrer? Quelles sont les demandes qui ont le droit de rentrer? Il s'agit juste de documenter ce qui se passe déjà. Et qu'est-ce qui a le droit de sortir et comment ça sort? Pareil, on ne se prend pas la tête, on documente uniquement ce qui existe. Quelles sont les règles de passage? Les règles de passage, ce sont les règles intermédiaires entre chacune de vos colonnes. Ça veut dire quoi, passer de en cours à terminé? Ça veut dire quoi, de passer d'une activité A à une activité B? Là, vous pouvez faire des ateliers de 5 minutes, vous pouvez faire des ateliers très longs, une demi-journée, une journée, 2 jours, une semaine. Est-ce qu'il y a une règle de time-out? Existe-t-il un rebut? Pareil, je vous fais gagner du temps, c'est pas décrit dans la méthode Kanban, mais on sait aujourd'hui qu'il y a des demandes qui errent dans les flux, dans les limbes du flux. Vous savez, ce sont toutes les demandes où on se dit on va les faire un jour. Ça fait longtemps que c'est là, d'ailleurs de temps en temps il y a même quelqu'un qui travaille dessus. Et pourtant, ce n'est toujours pas sorti. Pourquoi? Parce que globalement, tout le monde s'en fout, on va être direct. Si quelqu'un y portait une attention particulière, s'il y avait véritablement un besoin fort, il y a bien longtemps que cette demande serait sortie. Donc, la question de la purge des systèmes se pose. Le rebut, c'est ça. Y a-t-il une poubelle à votre flux? Alors, existe-t-il un rebut? J'aurais dû mettre la réponse oui. Parce que la réponse est oui, il doit y avoir un rebut. La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser derrière? Et donc, un timeout, c'est quoi? C'est un délai au-delà duquel une demande ne peut plus rester dans le système. Quel est ce délai? C'est à vous de le fixer. Et si vous ne le faites pas, on en parlera tout à l'heure. Qui entretient le flux? Ça, c'est génial en Kanban, parce que comme il n'y a pas de rôle, personne ne s'occupe du flux. Ou pire, on est sur une propriété collective. Et donc, personne n'est responsable du flux. Qui va s'occuper de l'entretien du flux? Qui est responsable de faire que ça se passe? Qui est le Kanban owner? Y a-t-il un champion Kanban dans l'équipe? Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose qui s'intéresse à Kanban? Il ne faut pas que ce soit comme les Scrum Masters, c'est-à-dire qu'on désigne par défaut. Ou pire, qu'on prenne des leaders d'archi technique ou autres, parce que c'est bien. Non. Ça doit être une volonté de travailler là-dessus. Qui sont nos clients? On revient à la question de tout à l'heure. Ça va permettre de conditionner quelles sont les demandes qui ont le droit de rentrer dans le système. Et quand est-ce qu'on va améliorer notre flux? 10 questions de base à apprendre et surtout à traiter avec votre équipe. Voilà. Posez pas la question, démarrez avec ça, c'est une checklist. Et chaque équipe est capable de répondre à ces questions-là. J'ai jamais vu une équipe ne pas arriver à répondre à la question. Des fois, c'est compliqué. Et après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça? Après, vous faites ce que Kanban dit. Kanban dit démarrez là où vous êtes. Traduction, vous démarrez là où vous êtes et vous devez aller là où vous devez aller. Et rien que pour ça, Kanban, c'est le bonheur absolu. Il n'y a aucune trajectoire fixée si ce n'est la vôtre. Comment tu fixes la trajectoire? C'est à toi de définir la règle de ta trajectoire. Il faut imaginer les lapins devant les voitures. Donc après, il va falloir continuer à se poser des questions. Alors, des outils pour se poser des questions, je vous en donne quelques-uns qui sont relativement simples, que vous pouvez réutiliser facilement. Il y en a un que j'utilise pas mal, c'est l'outil Jeopardy. Jeopardy, je ne sais pas si vous connaissez. La Belle Époque, Philippe Risoli.
C'est un jeu américain qui a duré pendant des années, un peu moins en France, où le principe, c'est que vous gagnez si vous trouvez la question qui répond à la réponse qui est affichée. En fait, la bonne question qui est associée à la réponse. En fait, c'est l'inverse de question pour un champion, si vous préférez. Du coup, vous posez un élément, vous demandez à quelqu'un de l'équipe de poser une affirmation, et les autres membres de l'équipe doivent trouver la question qui permettrait de répondre, qui permettrait en tout cas d'adresser cette réponse. Et vous allez voir qu'à partir d'une réponse, vous générez autant de questions qu'il y a d'équipiers. Donc ça, c'est parfait pour ouvrir des sujets, c'est parfait pour ouvrir des conversations. Après, évidemment, il faudra les organiser, les réguler, les faciliter, sinon, c'est plus compliqué. Autre outil que je trouve assez sympa, c'est le Squid. Le Squid, ça fait partie des outils qu'on va trouver dans un bouquin qui s'appelle Gamestorming, que sans doute vous connaissez pour la plupart, mais qui est assez peu utilisé. Le principe, c'est je pose une question, et chaque fois que je pose une question, j'affiche les réponses à cette question. Et du coup, de ces réponses vont en découler d'autres questions. Et donc, ça va me donner un arbre comme ça de questions-réponses. Et donc, je vais avoir un arbre de connaissances sur un certain nombre de sujets. C'est parfait pour documenter une conversation complexe. Notamment particulièrement intéressant lors des rétrospectives. Et surtout, d'éviter le côté... en fait, c'est l'inverse des 5 pourquoi. Vous savez, vous revenez en arrière, et là, du coup, vous avancez. Donc là, c'est pas mal, c'est aussi intéressant. Puis des fois, on pose une question, on a une réponse, puis on n'a pas de question derrière. Ce sont des outils assez faciles à manipuler. Outils beaucoup plus complexes cette fois-ci, à l'extrême inverse. Si vous voulez continuer à vous poser des questions fondamentales, des bonnes questions, des questions qui mettent en mouvement, vous jouez au jeu du Tao. C'est un jeu sur la quête personnelle, c'est un jeu qu'on peut décliner au niveau des équipes. Attention, c'est un outil qui peut être particulièrement dangereux parce que ça va aller réveiller les émotions. Donc peut-être que c'est pas par là qu'il faut commencer, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Et plus récemment, j'ai développé un jeu, #placement de produit dans la conf, qui s'appelle Kanban Bootstrap, qui est un recueil de 100 questions que je publierai après cette conférence. 100 questions que vous pourrez vous poser sur chacun des axes, chacun des 6 principes de la méthode Kanban. Donc, qui va permettre d'ouvrir et peut-être de faire une séance de questions pour un champion. Ou vous pouvez aussi utiliser un générateur de questions. Les générateurs de questions, c'est facile. Alors déjà, on va distinguer 2 types de questions. Vous avez les questions dites ouvertes et les questions fermées. Les questions fermées, c'est celles qui aboutissent à une réponse de type oui-non. C'est celle-ci qu'on va éviter, puisque dans un système Kanban, lorsqu'on travaille avec une équipe qui veut avancer sur son flux, qui doit aller là où elle doit aller, on va plutôt lui proposer des questions de type ouverte. Les questions de type... des questions ouvertes. Les questions fermées, on va plutôt les garder pour des questions de reformulation lors de la compréhension. Donc des questions ouvertes, c'est qui, quoi, où, quand, comment. Pourquoi? Attention. On sera plus dans une approche de type appreciative inquiry, comme ça a été vu tout à l'heure, c'est-à-dire de l'ancrer par rapport à des éléments positifs. Parce que toutes ces questions-là, on va pouvoir les placer soit dans des éléments du passé, soit sur des éléments du futur. Votre tableau, là, que vous avez sous les yeux, vous allez vouloir le questionner. Et chacune des questions va démarrer au moins par un de ces éléments. Et vous allez questionner quoi? Après 4-5 années de pratique Kanban, d'accompagnement de pas mal d'équipes, on est en train de travailler avec Dimitri Bailly sur un outil qui s'appelle le Flow Canva, qui est un canevas qu'on rajoutera dans la collection des dizaines de canevas qui existent, sur lequel vous allez trouver un certain nombre de dimensions que vous allez pouvoir interroger, et qui sont autant de stratégies que vous allez pouvoir utiliser pour savoir comment se poser des questions sur son système Kanban. Et surtout, qu'est-ce que j'ai envie de questionner, qu'est-ce que nous avons envie de questionner. L'étape simple qu'on va retrouver, c'est la partie Kanban, c'est-à-dire purement la partie management visuel. Vous prenez les 6 principes qu'on a vus tout à l'heure, c'est souvent par là qu'on va commencer, c'est-à-dire la documentation. C'est ce qu'on a vu ensemble, juste avant. C'est souvent une question que les équipes se posent. En Kanban, on travaille sur quoi? Est-ce qu'on travaille sur ce qu'on fait maintenant, ou est-ce qu'on travaille sur ce qu'on veut faire après? Et la première étape, c'est déjà de commencer là où vous êtes. C'est écrit dans Kanban. Donc, n'inventons rien, répondons juste aux questions qui étaient citées précédemment. Si vous êtes un petit peu plus impatient, et en ce moment, je travaille
Voilà un exemple de ce qu'on peut faire. Voilà, vous verrez que tous les Kanban, tous les retours d'expérience Kanban, ça termine toujours avec un tableau. Alors vous, ça ne vous parle pas parce que vous n'êtes pas l'équipe, mais là on a documenté le flux actuel. Vous avez les règles en haut. Normalement, vous devriez remarquer qu'il manque un truc. Les limites, évidemment. Donc on n'a pas totalement répondu à ces questions-là. Donc on n'est même pas encore dans la question de comment j'avance, puisque je n'ai même pas encore répondu aux premières questions. Et c'est vraiment important de prendre le temps de répondre à ces questions-là. Et la question des limites, ça gratte. Oh là là, ça gratte. Remarquez, la question des règles, ça gratte aussi. Parce que les règles, elles posent des questions. Déjà, quelle est la règle? Est-ce qu'on connaît les règles? Est-ce qu'on partage les règles? Est-ce qu'on a envie de respecter nos propres règles? Parce que c'est quand même vachement bien quand on n'a que des exceptions à la règle. Autre point d'entrée possible, et celui-là, il est génial, et il y en a de plus en plus aujourd'hui, les urgences. Dans une précédente conférence sur la gestion, comment travailler efficacement individuellement et en équipe, j'explique qu'un système sous urgence est un système particulièrement lent. Et c'est affolant le nombre de systèmes en urgence, et le nombre d'équipes qui sont en urgence aujourd'hui. Et qui sont en urgence pour d'excellentes mauvaises raisons. Parce que c'est comme ça. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont sous urgence. Peut-être pas aujourd'hui, a priori. Une urgence, c'est quoi? Une urgence, la définition, c'est quelque chose qui va légitimer l'interruption totale du système et de dédier l'ensemble des personnes et des activités pour le traitement de cette urgence. C'est la même chose que quand vous êtes sur la route, lorsque vous voyez passer un véhicule prioritaire, pompier, police, ambulance, le système s'interrompt. Mais là, c'est la même chose. Ça, c'est la définition d'une urgence. Avez-vous véritablement des urgences? Est-ce que le système a des urgences? Probablement pas. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai travaillé sur cette question avec une équipe, voici la réponse qui a été fournie. Alors, sans vous proposer d'aller jusque-là, l'idée, c'est de questionner la notion d'urgence et surtout de questionner la notion d'impact. Puisqu'un système sous urgence est un système qui, globalement, va s'interrompre en permanence, et ce qui tue la performance dans les systèmes, c'est le nombre d'éléments parallélisés. La parallélisation a un impact fort sur la performance étant évaluée en termes de délai. Et donc, plus vous avez un système sous urgence, moins vous avez la capacité de projection et d'estimation prédictible de votre système. Lorsque vous estimez une tâche simple, combien de temps est-ce que ça va me prendre pour faire la vaisselle? Vous savez que ça va vous prendre un quart d'heure. C'est une tâche simple, parce que vous avez quantifié le nombre d'éléments qu'il y a à l'intérieur de l'évier. Lorsque vous avez 25 tâches en parallèle et que vous travaillez sur les 25 tâches en parallèle, le quart d'heure de la vaisselle va se transformer en jamais, peut-être, ou demain. Et donc il n'y a pas de corrélation dans un système sous urgence entre la charge et le délai. Ce qui fait que plus vous êtes sous urgence, plus vous êtes dans un système qui est incapable de planifier et de prédire. Et c'est tout le drame des équipes agiles, et particulièrement celles qui travaillent en Scrum, qui posent la question, comment on fait pour travailler avec des urgences? Comment est-ce qu'on fait pour modifier notre sprint? Eh bien, tu peux pas, puisque c'est pas prévu pour. Donc, va vers Kanban, va vers là où tu dois aller. Ce sera tellement plus simple. Eh oui, mais je fais comment? Et peut-être qu'il faut supprimer les urgences, ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il faut savoir répondre à cette question. Et évidemment, ça va questionner l'urgence Dieu, puisque vous aurez forcément Dieu qui va apparaître dans la réponse. C'est l'exception qui confirme la règle, car quand Dieu rentre dans la pièce, tout le monde s'exécute. On peut aussi commencer et démarrer le questionnement de son système par, donc toujours qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, je vous donnerai les questions tout à l'heure. Par les règles, et on n'a pas besoin de management visuel. Avec cette équipe, on n'a pas commencé par le management visuel, on a commencé par les règles de travail de l'équipe. Parce que c'est une équipe qui travaille sur des demandes où globalement le temps de travail sur une demande, il est de l'ordre de la minute, entre quelques minutes, voire quelques heures grand maximum. C'est-à-dire que l'interruption ne se fait pas au niveau de l'interruption de la tâche, l'interruption se fait au niveau la paralysation se fait au niveau du nombre de tâches à traiter dans une même journée. Mais les personnes, globalement, quand elles démarrent, elles terminent. Donc, on n'est plus sur des questions de est-ce que je fixe des limites, ce genre de choses, c'est plus le sujet, là. La question, c'est quelles sont les règles saines?
Les règles qui vont nous permettre de désintoxiquer notre système. Et donc, on va poser des règles. Est-ce qu'on sait dire non? Vous avez déjà posé les règles du non chez vous? C'est drôle, fixer les règles du non. C'est drôle parce que déjà, c'est compliqué à établir et c'est encore plus compliqué à faire respecter, en fait. Qui fait quoi, quand, comment? La dernière équipe que j'ai vue, parmi les règles, il y avait la règle du poney. Si tu as une question et que tu rentres dans la pièce, tu vas chercher le poney et tu auras la personne qui répond à ta question. Moi, je la trouve vachement bien, cette règle. Du coup, la règle, c'est cherche le poney. Ça vous fait rire, mais ça permet de réguler lorsque vous avez une pièce avec 8 personnes et qu'une personne rentre. C'est pas 8 personnes qui sont interrompues, c'est une seule. Mais c'est un beau poney, hein. Donc on peut rentrer par l'explicitation des règles de l'équipe. Et souvent, les équipes n'ont pas explicité leurs règles. Autre possibilité d'entrée, vous avez compris, il y en a 8, on va tous les faire. On va faire les 8 entrées rapidement. On va faire les demandes. Alors, commencer le travail par les demandes, c'est évidemment... Enfin, ça se présente comme une évidence quand vous avez ce type de tableau. C'est bien sur les portefeuilles projets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études en Kanban pour savoir que... Lorsque vous vous retrouvez avec des post-it ou la règle du quand la colonne touche généralement quand la colonne touche le sol, vous savez qu'il y a un problème finalement sur votre flux. D'accord? Alors évidemment, là dans cette équipe, on pourrait se dire que le problème vient de la réalisation parce qu'on a un peu le point de non-retour. Après, on commence à avoir du management visuel horizontal, ce qui peut être intéressant, hein, c'est très créatif, c'est très innovant, mais on n'est pas encore prêt pour ce genre d'aspect disruptif du Kanban. Non, évidemment, il y a un problème ici. Évidemment, il y a un problème de goulet d'étranglement. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Sur cette équipe, le sujet, il est là. Parce que dans cette séance de travail, quand on a convié l'ensemble des acteurs, ce qui pose la question de qui est l'équipe que vous avez posée tout à l'heure. Vous avez les gens qui sont demandeurs, qui sont présents et qui s'inquiètent que ça ne sortira pas parce que là, on est au début. Et donc, vous avez un problème à l'entrée. C'est que vous avez le flux d'entrée qui est saturé, en fait. Non seulement il est saturé au milieu, mais il est saturé au début. Et donc, vous pouvez le tourner dans tous les sens. Est-ce qu'on peut fluidifier là? Oui, on va pouvoir faire des choses. Mais à un moment donné, il va falloir fermer le robinet à l'entrée. Ça, c'est très compliqué dans des organisations qui n'ont jamais cette prise de conscience-là, où la feuille de route n'a jamais été établie autrement que par des Word et par des PowerPoint, où il n'y a pas de visualisation du portefeuille de demande. Et lorsque les gens voient ça, ils prennent peur. Du coup, on décroche les post-it. Et on les met dans un outil, comme ça sera plus petit. Mais là, vous avez un problème structurel. Et donc là, il faut questionner la règle que je vous ai fixée, à laquelle on a essayé de... Il faut fixer les règles à la question, c'est quoi les règles d'entrée? Là, la règle d'entrée, généralement, la règle d'entrée, c'est l'infini. En fait, il n'y a pas de règle d'entrée. C'est comme si vous disiez chez vous, entrez si vous voulez. Est-ce que vous avez envie qu'il y ait plein de gens qui rentrent chez vous? Dans les organisations, c'est ce qui se passe. Parce qu'on a plein d'idées, parce qu'il faut que ça avance, parce que... Oui, il y a plein de bonnes raisons, mais à un moment donné, là, votre système, il est en souffrance. Vous souffrez parce que vos projets ne sortent pas, eux, ils souffrent parce que les projets ne sortent pas et qu'ils ont la pression, et puis globalement, on voit qu'au final, il n'y a rien qui sort. Ça sont des réalités. Et parmi les stratégies, celle-ci, elle revient de plus en plus souvent. Je la vois beaucoup dans les DSI, je la vois beaucoup chez les éditeurs logiciels, et je la vois beaucoup chez les gens qui ont plein d'idées. Et globalement, je la vois beaucoup dans les endroits où on fait plein de brainstorming, ce qui pose la question de l'intérêt de continuer à faire des séances de brainstorming. C'est-à-dire que ça devient inutile d'avoir des idées dans un espace où on n'est pas capable de les écouler. Ce qui est très drôle, encore plus loin, c'est d'envisager l'inverse des séances de brainstorming. Ce serait un brain destroying, où tu passerais ta séance à bousiller tout ce que tu as essayé d'imaginer. Vous allez voir le choc émotionnel que ça va provoquer. C'est juste inconcevable. C'est comme à la maison, on va mettre ça dans des cartons et on verra pour plus tard, et on jettera le carton peut-être dans 10 ou 15 ans. Le problème du brainstorming, c'est qu'il crée un attachement émotionnel et radical à l'idée. C'est-à-dire qu'à derrière, on ne va pas pouvoir s'en priver. Mais là, on a des soucis de gouvernance, on a des soucis de priorisation, on a des soucis de ownership, c'est-à-dire qui est propriétaire de la stratégie? Est-ce que quelqu'un connaît la stratégie? Y a-t-il une stratégie? Ce sont des questions qui font sourire, mais quand vous êtes à l'intérieur du système, elles ne vous font pas sourire.
On peut travailler aussi sur la notion de valeur. Ça veut dire quoi de travailler sur la dimension de la valeur? Ça veut dire de questionner immédiatement, c'est quoi une demande? C'est quoi la valeur associée? Vous savez le sujet qu'on évite tous? Alors si vous êtes product owner ou si vous travaillez avec des product owners, vous avez peut-être déjà travaillé sur ces questions-là. Mais c'est vraiment questionner la règle de comment j'affecte la notion de valeur. Et ça, c'est compliqué. Est-ce que c'est du CA? Là, en l'occurrence, c'est le cas pour cette équipe. Là, on avait la chance d'avoir le directeur général qui était présent sur une petite PME. Donc ça, c'est fort, parce que ça permet de dire, effectivement, on va devoir travailler sur ces sujets-là en priorité. Une équipe qui ne sait pas prioriser, c'est certainement une équipe qui n'a pas accès à la valeur. Mais peut-être que tout simplement, le collectif n'a pas accès à la valeur. On pourrait travailler sur les livrables. Ce qu'on ne voit pas sur cette photo, c'est que dans certains systèmes, ce n'est pas la peine de se poser toutes les questions que je vous ai citées précédemment. Les stratégies précédentes ne servent à rien à partir du moment où on n'est pas capable de délivrer. Là, on va questionner la sortie. Quelle est la fréquence de sortie? Un système qui délivre à des échéances sur des lots longs, plusieurs mois, semestres, années, c'est la question de la fréquence de la livraison, la question de l'écoulement, la question d'arrêter de faire du stock. Et donc là, on va questionner toutes les architectures, c'est-à-dire notre capacité, notre industrialisation, la fréquence de delivery. Est-ce qu'on est capable d'arrêter de faire des gros lots de livraison? Ce genre de choses. La question des compétences. C'est un peu plus rare comme cas, mais la question des compétences va questionner ce qu'on observe beaucoup, c'est-à-dire un silotage dans les équipes par compétences. Moi, je suis dev PHP, je ne suis pas capable de travailler sur du Java. Bon, ce qui faudrait qu'on débatte, c'est pas tout à fait vrai, mais on va dire que c'est compliqué. Vous avez un junior et un senior. Et donc, on n'a plus un silotage, on a des gens qui fonctionnent très bien, mais on a un silotage par les compétences. Là, on est sur un flux commercial. Globalement, vous avez les tickets bleus qui sont sur le directeur général et les tickets orange qui sont pour le commercial qui vient juste d'être recruté. Et le commercial qui vient juste d'être recruté fait son mauvais boulot. Fait du mauvais boulot. Là où le directeur général, lui, il travaille sur des vieilles demandes commerciales. Et en fait, ce que ce tableau et cette séance a montré, c'est qu'il fallait juste inverser les responsabilités. Il n'y avait pas eu de délégation. La question des compétences, c'est la question de la délégation. Et la question de la transversalité des compétences. Quand vous allez attraper le sujet par les compétences, vous allez aussi avoir la question de « Ah oui, mais on est dépendant d'eux ». Et dans votre système, vous allez vous retrouver dépendant d'un autre système. Et donc peut-être de questionner qu'à l'intérieur de votre système, il n'y a pas les compétences suffisantes pour fluidifier et faciliter l'écoulement des demandes. C'est ça qu'amène Kanban. C'est de questionner toutes ces dimensions. Et la dernière dimension que j'aime bien, parce que c'est celle qui gratte, on peut l'attraper par la poubelle. Ça fonctionne bien parce que 9 fois sur 10, vous avez un système toxique. Et donc, il y a une période de sevrage. Et vous avez plusieurs stratégies de sevrage. La plus radicale et la plus efficace, voilà, si vous voulez arrêter de fumer, et bien à un moment donné, vous arrêtez de fumer. C'est un peu violent. Toutes les études montrent que c'est une stratégie qui ne fonctionne absolument pas. Mais c'est pas grave. Et bien là, vous allez jeter. C'est ce qui va se passer pour cette équipe. Cette équipe a jeté. On peut mettre des limites, on peut faire ce qu'on veut, on peut fluidifier à l'entrée, mais à un moment donné, si on ne jette pas, si on sait qu'on en a trop, il va falloir envisager de dégager. Et ça, ce sont des choix. Et c'est ça qu'amène Kanban, la question des choix. À l'issue de cette conférence, vous pouvez retrouver, voilà, je vous ai ventilé toutes les qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi sur chacune des matrices. Vous verrez qu'en bas, il y a un dernier élément qui s'appelle les améliorations futures, puisque un système Kanban, par définition, doit s'améliorer. Donc se pose la question, à chaque fin de séance de questionnement, quelle est l'amélioration que nous voulons conduire sur notre système? Alors il y a une question, une case que j'ai pas adressée, c'est la case centrale, la case de l'équipe, puisque chacune des réponses que vous allez amener va questionner votre équipe. Qui on est, ce qu'on veut être, pourquoi on le fait. Ce qui est évidemment beaucoup plus difficile quand on n'a pas le facilitateur à la maison. Mais chacune des questions que vous allez poser va venir interroger cette dimension-là. C'est toujours celle-ci qui va changer. Alors, c'est bien beau tout ça. En plus, on a entendu la sonnerie, la cloche qui a retenti. Si vous suivez mon raisonnement, vous allez poser des questions tout le temps. Si vous êtes fan de poser des questions comme moi, vous allez adorer ça, mais il y a plein d'équipes qui se fatiguent. C'est tout le problème des systèmes Kanban, c'est qu'à un moment donné, les équipes arrêtent de se poser des questions. Il y a un moment où les équipes se posent des questions, sont dans les situations de crise. Là, c'est le moment où tout le monde se pose un maximum de questions.
Et ces états de crise, l'idée c'est de pouvoir les recréer. Alors, évidemment, si vous mettez votre système sous crise en permanence, vous allez avoir un problème. Vous voyez l'état du problème. C'est-à-dire que Kanban n'est pas une méthode pour dire qu'il y a une crise en permanence. Donc à partir du moment où les gens ne veulent plus répondre aux questions, c'est certainement qu'ils sont dans un nouvel état. Je ne vais pas avoir le temps de le faire, mais je vais vous renvoyer dans les supports, vous retrouverez le modèle de conduite du changement de Virginia Satir, qui est une psychothérapeute des années 70, qui a travaillé sur les théories de changement, où chaque système se retrouve dans un statu quo. Et ce statu quo va changer à partir du moment où il va être soumis à un stimuli externe, qui va provoquer une résistance au changement, qui va vous enfoncer dans une phase dépressive, qu'on va appeler la vallée du désespoir, avant de retrouver un nouveau seuil de performance. Et donc c'est l'enchaînement de ces cycles-là qui vont faire que votre système Kanban va pouvoir s'améliorer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir continuer à vous poser des questions. Donc il est important de laisser ces phases de statu quo pour ne pas générer en permanence des états de crise. Mais quel que soit le modèle que vous allez choisir, quelle que soit la capacité de répondre, à un moment donné, vous allez avoir un sujet, et c'est l'objet de ma conclusion, de savoir aujourd'hui qui est porteur des questions dans les organisations, qui s'occupe de poser des questions, qui met le système en mouvement. Vous pouvez dépendre d'un intervenant externe, c'est très bien pour démarrer, mais qui va mettre le système, le soumettre à des questionnements. Et donc peut-être qu'il faut envisager, dans les équipes Kanban, d'avoir un rôle qui s'appelle le Question Master, dont le job est de poser des questions. Et si vous voulez savoir quelles questions vous posez, prenez une des dizaines de questions que je vous ai proposées dans cette présentation. Je vous remercie.